parkings se révèlent donc comme un nouvel élément potentiellement important de la logistique urbaine, notamment dû aux mutations des villes et également de consommer, de transporter, d'acheminer. Alors, ils peuvent servir d'entrepôt pour le fret ou encore de point de départ pour la distribution à vélo ou avec des véhicules électriques, quelle que soit la gamme. Alors nous allons nous pencher sur les opportunités justement et les défis, puisqu'il y a des défis liés à l'utilisation des parkings en tant, on peut le dire, d'acteurs clés de la logistique urbaine. Avec nous aujourd'hui, et je les remercie, David Oriot, président donc, du club le club Parking, président de la FFC Mobilité Parking et Logistique Urbaine, Xavier Holin, directeur général adjoint d'Indigo, et François Levert, directeur général d'Infinium Logistique Solutions France. David, est-ce qu'on peut revenir déjà, donc le pourquoi et le comment de cette conférence déjà, on va en parler tout à l'heure, mais également d'expliquer qu'au sein de la Fédération française de carrosserie, donc il y a une nouvelle, je ne sais pas si on peut appeler ça une nouvelle branche, donc je le disais, FFC Mobilité Parking et Logistique Urbaine. C'est tout à fait ça. En fait, sous l'impulsion de... un peu plus près, je demande à la régie un peu plus fort, ça sera parfait. Oui, donc sous l'impulsion Merci. Du président de la Fédération française de carrosserie, c'est Patrick Cholton, on a créé une nouvelle branche métier qui est représentatif, qui s'appelle donc Mobilité, Parking et Logistique Urbaine, afin de regrouper, en tout cas de fédérer, des entreprises qui font du stationnement, et l'ensemble de son nouvel écosystème qui comprend aussi de la logistique. Et on souhaitait inclure aussi dans cette nouvelle branche métier le parking poids lourd. Parce que le parking poids lourd aujourd'hui, et nos intervenants en parleront, c'est un peu le grand oublié du stationnement en France, puisqu'en Europe, il manque pas moins de 400 000 places de parking poids lourd sécurisés. Pour vous parler juste d'un de nos adhérents, sur ce réseau, il transite 200 000 camions par jour. Il a 14 000 places de parking, dont 400 sécurisées. Et c'est le plus gros opérateur français. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire pour la création de ces parkings poids lourds, pour rendre la vie des chauffeurs, je dirais, plus vivable, en tout cas, parce que ils n'ont pas une vie facile. Et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le sens de cette fédé, c'est-à-dire c'est d'aider l'ensemble de ces promoteurs à promouvoir en tout cas des nouveaux emplacements pour ces parkings poids lourds qui sont extrêmement difficiles à concevoir en France en tout cas dans la réglementation d'aujourd'hui. Voilà. Et tous ces changements, c'est dû, bien sûr, on le sait, on va en parler, en parler entre autres, c'est pas le but non plus à la base, mais c'est dû donc au changement de politique des villes, des façons de consommer aussi. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la livraison a eu un essor exponentiel, où on livre de plus en plus, où on se fait livrer de plus en plus, et donc il faut de plus en plus de camions. Le stock, il est sur pneumatique, et aujourd'hui, ces camions se retrouvent un peu en situation de problématiques liées à leur stationnement. Oui. Et en deux mots, vos actions, en fait, c'est quoi? C'est de juste promouvoir cette évolution? C'est en tout cas d'aider l'ensemble de nos adhérents à développer leur activité, soit en allant travailler des problèmes de réglementation. Par exemple, aujourd'hui, si on veut construire un parking de poids lourd, il y a une norme à 150 places et au-delà, ça coûte beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire bouger ces lignes-là pour que ça soit plus facile et que les parkings poids lourds soient plus acceptés, en tout cas dans le tissu urbain, parce qu'on en a vraiment besoin et on en parlera. Puis je suppose qu'il y a tout l'aspect réglementaire, c'est-à-dire que les parkings pour l'instant étaient là pour parquer, comme diraient nos amis d'outre-Atlantique québécois, les véhicules. Il faudra peut-être changer le nom parking d'ailleurs, la terminologie. Mais là, on va être sur pas du stockage, mais enfin, on va en reparler après, plus on de va être marchandises. Sur de la vraie logistique. Voilà, mais ça, on va parler. Donc réglementation, assurance, je pense qu'il doit y avoir aussi. Xavier Holin, on peut parler vraiment de mutation. En tout cas, c'est un mouvement important chez vous, chez Indigo, je crois. C'est une prise de conscience, justement, d'étendre vos offres au-delà du stationnement. Oui, bonjour. Effectivement, c'est vraiment une prise de conscience. D'abord, du point de vue de nos parkings. Bon,
j'enfonce une porte ouverte, mais ces parkings se sont développés en France dans le cadre de la délégation de service public. Nous, Indigo, nous avons la chance d'être leader. On en a 650 en France, pas tous en délégation de service public, mais et souvent extrêmement bien situés, localisés sous les grandes artères, puisque justement, ils ont été développés comme un service public et non pas à l'anglo-saxonne sous des immeubles privés largement. Et la constatation que l'on fait, du point de vue de nos clients d'ailleurs, c'est que sont les collectivités et les villes, c'est que la ville se transforme elle-même à une vitesse incroyable. Par définition, nous, nos actifs sont des actifs d'infrastructure, ils sont immobiles dans une ville qui bouge, qui se transforme, qui se restreint de plus en plus. On en parlera certainement, mais il y a une conférence, je pense d'ailleurs ce matin, sur les ZFE, justement. La ZTL à Paris, la zone à trafic limité. Post-JO, je pense que Paris aura une configuration, une physionomie différente. Nous avons 100 parkings à Paris, donc nos intérêts sont colossaux. La fermeture, d'ailleurs, ou le fait de dédier une voie sur le périphérique au fonctionnement des JO, puis ensuite de les garder, au carpooling. Ouais, c'est ça, on ne mesure pas aujourd'hui, très certainement, les conséquences sur le trafic et sur la fluidité et sur la façon dont la ville va se transformer. Donc on fait cette constatation et nos clients nous disent, d'ailleurs, je reprends l'exemple de Paris, nous disent la logistique, et en particulier la logistique du dernier kilomètre, c'est un vrai sujet stratégique. C'est pas moi qui le dis, c'est en particulier deux adjoints de la ville de Paris et David Béliard, qui est notre adjoint de tutelle, notre élu de référence, et bien sûr le premier adjoint, ont écrit d'ailleurs et partagent une stratégie logistique. Et nous, en tant qu'opérateurs aujourd'hui de stationnement, alors on veut muter nous-mêmes, mais opérateurs de stationnement, on entend répondre à cet appel parce qu'on considère qu'on a une partie de la réponse, le foncier. En fait, c'est une transformation de vos ouvrages qui sont aujourd'hui des points de départ, des points d'arrivée pour les véhicules, pour accueillir de nouvelles activités, c'est ça en fait. Hein. Oui, on peut parler de transformation totale en partie, mais... En France, je pense qu'on a 650 parkings, je pense qu'on ne transformera pas 650 parkings. Mais oui, on a identifié 50 parkings, particulièrement bien positionnés dans les grandes agglomérations notamment. Je parle beaucoup de Paris parce qu'on a lancé un pilote, peut-être que j'y reviendrai après, un pilote pour 25 000 m² de logistique. Mais nous pensons que nous avons l'endroit idoine dans chaque grande collectivité. Ce que tout le monde cherche a priori, ce sont des surfaces intermédiaires. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la logistique urbaine, vous l'aurez compris, mais je comprends qu'il y a des surfaces en périphérie, qu'il y a des clients dans des hypercentres et qu'il faut très certainement des plateformes intermédiaires pour livrer de façon massifiée et ensuite pouvoir livrer dans une logique de dernier kilomètre aux particuliers que nous sommes ou aux professionnels avec des moyens doux, avec de la cyclologistique, avec des véhicules légers électriques et que nous pensons, et on fait un peu notre coming out, de dire on n'est pas simplement que des opérateurs de stationnement, mais on est aussi peut-être des asset managers, des gestionnaires d'actifs, d'actifs un peu particuliers qui sont inversés, mais qui sont très bien localisés, et qui vont faire justement le lien entre ces entrepôts de périphérie et vous et moi qui attendons notre colis ou les entreprises qui attendent leur livraison professionnelle. Alors c'est quoi concrètement, vous vous intéressez de plus en plus notamment à la régulation des flux, aussi aux véhicules, vous parliez de mobilité douce avec le vélo, en Vélib, donc bien sûr, mais vous rentrez un peu plus dans le vif du sujet, on va dire ? Oui, on rentre dans le vif du sujet. Par le passé, on a la chance d'être leader. Beaucoup d'acteurs sont venus vers nous et nous ont demandé d'implanter telle ou telle opération dans nos parkings. On l'a fait d'ailleurs de bon gré parce qu'on est toujours attentif à toutes les innovations. Mais on l'a fait de façon un peu passive
dans une logique, venez, on a un peu de place, venez vous installer chez nous, on paye rien, vous nous payez éventuellement une redevance, et puis on vous regarde faire. Ça, on l'a fait pour des hubs de préparation de commandes alimentaires, notamment avec Mon Marché. On fait des choses en matière de self-storage. On fait des choses avec des lockers, Amazon ou Rexel pour les professionnels. Donc, on a eu toutes ces initiatives par le passé, mais aujourd'hui, on veut être proactif. Et donc, on entend devenir, non pas nous directement, et on s'est associé à un partenaire qui s'appelle Corsalis, spécialisé dans la logistique, dans le développement d'opérations de logistique urbaine, parce qu'on n'entend pas laisser faire chez nous. On entend faire chez nous, mais avec une compétence aujourd'hui immobilière que nous n'avons pas, qu'on est allé chercher sur le marché. Et donc, nous voulons développer des plateformes intermédiaires de logistique urbaine, les développer, les gérer, les financer. Exactement. Et c'est l'initiative en particulier que nous avons lancée. Merci de... Alors expliquez-nous, voilà. Concrètement. Concrètement, c'est des hubs alimentaires, hein, c'est ça? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, en fait, là où je pense qu'on est assez ambitieux, c'est qu'on le fait en blanc. C'est-à-dire qu'on ressent aujourd'hui qu'il y a une demande très importante. Là encore, je ne suis pas un spécialiste de la logistique urbaine, mais je comprends qu'il y a tout un panel entre le hub de préparation de commandes, les réserves déportées, les centres de mobilité, les espaces de logistique urbain, les ELU, la messagerie. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses. Et on a décidé, nous, de le faire en blanc avec un partenaire. Donc, concrètement, dans des ouvrages aujourd'hui, en délégation de service public avec la ville de Paris ou avec une autre autorité délégante, et dans un actif en pleine propriété, totalisant 25 000 m², les projets totalisent 25 000 m² de logistique urbaine dans ces 3 actifs. Et là, on est vraiment dans une logique d'asset manager, c'est-à-dire qu'on ne s'interdit rien. S'il faut casser des planchers, dans ce que moi j'appelle un peu rapprocher les deux mondes, le monde de l'infrastructure et le monde de la logistique, puisque je comprends qu'on parle de hauteur, on parle de surcharge sur les planchers, on parle de choses qui peuvent s'opposer à la livraison un peu massifiée sur ces plateformes intermédiaires. Donc nous, on fait un pas en se disant on ne s'interdit rien. Et en particulier sur 2 des actifs, nous allons effectivement casser des planchers, faire des monts de charge, créer des grandes hauteurs pour créer les conditions d'une livraison optimisée. Sur Paris pour l'instant. Hein. Sur Paris pour l'instant. Il y a 3 points, je crois, il y a 3 parkings. Foch. Le parking Foch, pour ceux qui connaissent, dans l'ouest parisien. Donc, on a la carte. Il est merveilleusement situé parce qu'en fait, il est pratiquement directement lié depuis la place de la Porte Dauphine au périphérique. Et puis, il est relié de l'autre côté au centre du monde commercial que sont les Champs-Élysées. Donc, il y a Louvre et puis il y en a un autre, je crois. Alors, Louvre, c'est encore autre chose. C'est sous le musée du Louvre. Et il y a, d'ailleurs, ça rejoint nos problématiques, il y a une gare à car aussi. Les 2 projets sont liés aussi à des projets de gare à car. C'est un autre sujet, mais les sujets des poids lourds et des cars de tourisme, c'est un sujet de préoccupation pour notre client aussi, Ville de Paris. Donc on essaye de faire d'une pierre 2 coups sur ces sujets. Et Bercy, c'est un plus petit parking en pleine propriété. Mais c'est en parallèle des Jeux Olympiques, c'est ça, non? Alors, je vois le logo. Oui, en fait, ces surfaces, on peut d'ores et déjà les mettre à disposition dans un mode un peu dégradé avant que les travaux finaux ne soient réalisés. On les mettra aussi à disposition pour les besoins des Jeux Olympiques. Parce qu'on pense qu'ils sont particulièrement bien situés pour une logistique, je dirais, pérenne, pour des projets pérennes, mais également en intermédiaire pour les Jeux Olympiques. Mais pour vous, c'est un nouveau métier, nouveau secteur, même si on rapproche deux mondes, infrastructure et logistique urbaine, nouveaux interlocuteurs aussi, même s'ils ne sont pas tous définis pour l'instant, mais il y a une approche. C'est donc des changements également de stratégie C'est vraiment au cœur de la stratégie. Nous, on se dit aujourd'hui, Indigo, on est opérateur de stationnement. C'est une continuité, peut-être. Mais pas que. On prend conscience que nous avons des actifs qui peuvent faire autre chose et qui peuvent servir les besoins de notre client, de nos clients principaux. Notre fonds de commerce, nous, c'est la relation avec la collectivité. Et si on ne s'adapte pas aux besoins de la collectivité, en continuant simplement sur le seul segment du stationnement, qui peut par ailleurs être décrié en fonction des politiques locales sur lesquelles je ne me prononcerai pas, mais on est obligé, si on ne comprend pas ça, eh bien, je pense qu'on peut avoir dans le futur des désillusions. Et donc on entend aujourd'hui bouger sur le plan stratégique
c'est un des axes de transformation de nos offres et d'amélioration de nos offres. Alors on en parlait ce matin justement à la conférence sur les ZFE, avec quand même une difficulté, c'est ce changement de réglementation des villes, d'accès aux villes. Ça ne peut pas être très facile de mettre en place un projet quand même. On entend peser aussi sur ce sujet de la régulation des flux. De vous y intégrer. De nous y intégrer. Aujourd'hui, nous, les ZFE et les zones à trafic limité, on les prend par le prisme du contrôle du stationnement. Notre président Sébastien Fraisse s'exprimera demain d'ailleurs au Salon des maires lors d'une conférence pour dire que nous militons d'ailleurs auprès du gouvernement pour que le contrôle des ZFE soit finalement réalisé de la même façon que le contrôle du stationnement dans son évolution récente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrôler une plaque d'immatriculation pour non-respect du stationnement payant ou pour le respect d'une vignette critère, nous pensons que c'est exactement la même chose et qu'il ne faut pas, sur la base d'ailleurs d'une réforme réussie depuis la loi MAPTAM en 2018, que nous pensons que les forces de police locales ou nationales ont autre chose à faire que d'aller contrôler de respect des vignettes critères. Donc là encore, on veut accompagner nos clients sur des sujets qui les préoccupent particulièrement parce que nos villes, mais là aussi j'enfonce une porte ouverte, sont restreintes géographiquement. On n'est pas comme des pays anglo-saxons peut-être ou aux États-Unis plus large, plus vaste. Nous, on est contraints. Paris est contraint par le périphérique. D'autres grandes métropoles sont contraintes de la même façon. Et qu'il faut accompagner nos clients pour mieux réguler les flux. Et mieux réguler les flux, c'est les contrôler, gérer les droits distincts qu'aura défini la collectivité en étant souveraine. Et c'est lui proposer aussi d'autres formes de stockage, d'autres formes de logistique, d'autres formes d'accueil des différentes mobilités. Et c'est en ça que nous, opérateurs de stationnement, on doit absolument bouger. Et bien en plus, Indigo dans sa position de leader. François Levert, je vois que vous êtes impatient à parler. Vous connaissez bien le monde du stationnement. On parle d'un changement donc, du monde de stationnement qui change justement. Comment faire dialoguer ces deux mondes? On parle de logistique et puis de stationnement. Alors bon, c'est pas totalement non plus deux mondes, on va dire, étrangers, différents, on va dire. Il y a ce côté emplacement, mais c'est quand même deux mondes qui n'ont pas les mêmes stratégies, les mêmes objectifs initialement. Alors, à l'origine, effectivement, il y avait des mondes complètement différents, complètement distincts, qui étaient le monde de la logistique, le monde du stationnement. Le monde du stationnement, globalement, c'était du service à l'automobiliste particulier. Le monde de la logistique, c'était un service à l'économie, et c'était complètement différent. Aujourd'hui, tout est dans tout réciproquement, et donc la logistique et le stationnement se rapprochent. La société que je représente ici, je suis directeur général de la filiale française, qui s'appelle Infinium Logistic Solutions. C'est une société qui est née au Royaume-Uni de la rencontre d'acteurs venus du secteur de la logistique et d'autres acteurs venus du monde du stationnement. Personnellement, je suis un pur produit du stationnement, un bon vieux gardien de parking de toujours. Et j'ai travaillé pendant longtemps, j'étais pendant longtemps le collègue de mon voisin de droite, Xavier Heulin. Et j'ai été l'un des fondateurs de la Fédération nationale des métiers du stationnement. Et donc j'ai vécu cette époque où le stationnement, c'était uniquement une question de voiture individuelle. Et puis, un beau jour, j'ai rencontré des gens qui, eux, venaient du monde de la logistique. C'était des gens qui venaient de chez Amazon, de chez DPD, de chez DHL, et d'autres sociétés aussi respectables et aussi connues comme des grands acteurs du monde de la logistique. Et nous nous sommes rencontrés, nous avons cherché ce que nous pouvions faire ensemble, puisque les parkings se vidaient et la logistique grandissait. Et donc il y avait une espèce de rencontre entre deux univers, dont l'un apportait de l'espace libre et l'autre apportait un terrible besoin de croissance formidable. Le monde de la logistique urbaine notamment, a connu une telle croissance au cours des 20 dernières années, est encore à l'orée de cette croissance, il y a encore des développements gigantesques à venir, et les deux donc pouvaient se rencontrer, l'un pouvant fournir de l'espace à l'autre. Puis, moi j'avais vécu dans le monde du stationnement cette époque où on a découvert le service dans le secteur du stationnement.
Et donc je me suis dit également qu'on pouvait apporter du service, non seulement de l'espace, mais également du service à la logistique. Je prendrai un exemple, mais je pourrais en prendre 50 autres. Je prendrai un exemple qui est celui du véhicule qui part en logistique urbaine ou interurbaine, enfin ce petit véhicule de logistique qu'on appelle du dernier kilomètre, mais le dernier kilomètre, il est rarement seul. C'est pas 1 kilomètre le dernier kilomètre, c'est souvent 30, 50, 60, 70 kilomètres, quelquefois 100 ou 200 kilomètres, pour aller livrer le client, en particulier dans un monde interurbain ou de petites villes, petites agglomérations, dans un pays qui reste un grand pays comme la France. Et ce véhicule qui part le matin, qui a été chargé dans un grand entrepôt et qui doit aller livrer le client chez lui, eh bien, aujourd'hui, il fonctionne encore très largement au gazole, mais d'ici quelques années, il va être amené à changer de motorisation et à fonctionner à l'électrique, peut-être, mais dans une moindre mesure, à l'hydrogène. Ben, disons à l'électrique. C'est ce qu'on voit sur tous les stands de ce passionnant salon Solutrans, c'est cette grande mutation à l'électrique. Eh bien, dans sa tournée, ce véhicule, il va probablement avoir à se recharger, peut-être, à un moment quelconque. Et donc, le monde du stationnement peut être là pour apporter des solutions, éventuellement des solutions mobiles d'ailleurs, pour recharger le véhicule au cours de sa tournée, lui apporter une possibilité de recharge électrique. Ça, c'est un service qu'on peut proposer. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'en prends un autre, la sécurité. Là, je parlerai plus de logistique interurbaine, d'une logistique voire même internationale. La sécurité des transports et des marchandises, des biens et des personnes, d'un transport de marchandises à longue distance, est quelque chose qui est crucial aujourd'hui. Une étude de l'Union européenne, il y a 5 ans, je crois, pointait l'absence terrible d'espaces sécurisés de stationnement pour les poids lourds en Europe. On disait à ce moment-là, et je crois que ça reste toujours vrai, que chaque nuit, de l'Atlantique à l'Oural, il y a environ 400 000 poids lourds qui ne savent pas où dormir. Et un poids lourd, ça doit dormir aussi. Donc, que proposer à ces poids lourds qui s'arrêtent aujourd'hui le long de l'autoroute? Quand on prend l'autoroute du Nord entre Senlis et Paris, un peu avant Roissy, on voit à partir de 18h une file à peu près ininterrompue de poids lourds garés sur la bande d'arrêt d'urgence. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est très singulier. Et pour une grande partie de la nuit, vous voyez des centaines et des centaines de poids lourds garés sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous avez la même chose dans l'est de la France, entre Metz et la frontière allemande. Vous retrouvez également des centaines de poids lourds garés la nuit dans des conditions de sécurité absolument effroyables, sécurité des personnes. Je ne vous parlerai pas de dessin sur les problèmes d'hygiène que ça peut représenter et éventuellement de sécurité non seulement des personnes mais également des biens transportés, parce que tous ces poids lourds sont extrêmement vulnérables. Et donc nous développons actuellement, nous avons commencé de le développer au Royaume-Uni, nous continuons aussi en Italie, et je suis là pour en créer en France. Développons une offre de parking pour poids lourds sécurisés. David Oriot parlait tout à l'heure, les plus gros acteurs du secteur en France aujourd'hui n'exploitent que quelques centaines de places. Il y a donc un développement considérable à faire de parking pour poids lourds sécurisés, offrant non seulement ce service fondamental, service de base, on devrait dire c'est un service régalien, qui est la sécurité des biens et des personnes, mais offrant également toutes sortes de services à la personne. À côté du poids lourd, ou dans le poids lourd, il y a tout de même une personne humaine, il y a son chauffeur auquel il convient d'apporter des services qui sont ceux que la dignité humaine dicte à la société contemporaine. Mais en milieu interurbain, on est d'accord. En milieu interurbain. Il n'y a pas de projet pour l'instant. En milieu interurbain. Comme on a pu voir un projet je pense que c'est un peu utopique, mais d'une tour d'un immeuble avec des étages et des parkings poids lourds en centre-ville.
on n'en est pas, et je pense qu'on n'en sera jamais à garer des poids lourds de grande importance et de grand volume en centre-ville. Je crois que c'est très contraire à notre époque. En revanche, on en est à devoir prévoir des lieux d'interface qui permettront de passer du poids lourd aux petits vannes de livraison, et ces espaces-là, nous pouvons également les offrir et les créer. Et c'est donc dans cette chaîne de la logistique que nous sommes là pour apporter l'huile qui permet à la chaîne de ne pas se gripper. Voilà ce que le stationnement, ce que le parking et tout ce qu'il y a autour peut apporter à la chaîne de la logistique. En préparant, vous me disiez, on a trop pensé pendant trop longtemps, enfin très longtemps en tout cas, que le stationnement était lié à l'automobile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on évolue sur cet aspect-là. Alors c'est assez amusant, j'étais il y a quelques jours à Bruxelles pour rencontrer l'association européenne des gens qui font du stationnement pour poids lourds, les SPORG, et je parlais, on se parlait en anglais, et je parlais de car park. Et j'étais repris, parce que j'ai cette habitude de traduire le mot parking par le mot car park, et j'étais repris sans cesse par mon interlocuteur qui me disait mais on ne parle pas de car park. Ici nous sommes là pour parler de truck stops. Et c'est vrai, la question aujourd'hui, c'est de se transformer un petit peu, surtout dans notre secteur de la logistique, de passer de cet âge du car park à un âge du truck stop. Et le truck stop avec service et sécurité. Mais c'est bien de truck stop, c'est-à-dire que le camion s'arrête, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'aspect fret et marchandises là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le parking, l'espace parking est bien pour l'arrêt du véhicule. Il est destiné au stationnement ou à l'arrêt, mais il est destiné aussi à recevoir tous les services et à être incrémenté de tous les services qui permettront de faire de cet espace réputé statique un lieu dynamique, présent pour apporter à la chaîne de la logistique les services dont cette chaîne a besoin. C'est-à-dire non seulement le service de stationnement, mais également, et pendant le stationnement, ou autour du stationnement, d'autres services comme la restauration des chauffeurs, comme l'hygiène des chauffeurs, comme la réparation ou l'entretien des poids lourds, comme la vente de petits matériels dont ont besoin les chauffeurs, et ainsi de suite. Mais tout cela se fait en étant à l'écoute des acteurs de cette chaîne, et c'est ce qui nous permettra de faire en sorte que notre service soit toujours en mutation. Je remarquais d'ailleurs que cette adaptabilité indispensable est également ce dont parlait Xavier Hulin il y a quelques instants. Il ne s'agit pas de vivre avec une idée préconçue des services que nous pouvons offrir, mais d'adapter notre offre de services à la demande d'une chaîne dont nous savons qu'elle bouge de manière perpétuelle. Et donc, s'enrichir mutuellement de ce que nous pouvons entendre comme demande. Et en termes justement de parking interurbain, enfin pour les poids lourds, il y a des projets concrets? Enfin, il existe déjà des parkings sécurisés. Alors, il en existe déjà, et il en existe en France, en fait très très peu. Il existe de parkings véritablement sécurisés. En France, il en existe probablement moins d'une trentaine. Nous avons déjà un premier projet qui devrait voir le jour en 2024, ou peut-être ouvrir en 2025, qui est dans la région de Thionville. Et nous avons beaucoup d'autres projets. Nous en avons un du côté de Nîmes. Nous espérons pouvoir en développer un dans le sud-ouest également. C'est sur autoroute, je suppose? C'est toujours à proximité, évidemment, des grands axes de communication. Mais nous en avons déjà en service au Royaume-Uni qui nous apprennent beaucoup, justement, sur cette évolution des besoins, cette évolution de la demande et cette évolution des services que nous pouvons proposer. Et est-ce qu'on va également vers une évolution de ces parkings poids lourds sécurisés? Bon, là, on parle de la sécurité et des services que vous disiez, parce que souvent, les autoroutes s'arrêtent au kilomètre zéro, le fameux kilomètre zéro, mais il n'y a pas de lien entre ces parkings, on va dire parking, et les relais ensuite avec la ville, là.
Alors c'est très frappant. C'est ce que je disais quand je vous disais tout à l'heure que j'avais eu un véritable choc en voyant la densité de de camions arrêtés au bord de l'autoroute du Nord, à proximité de Paris, et c'est une densité qui devient de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on avance. À partir de Compiègne, vous commencez de voir tous les emplacements libres, mais même sur les places de village. Enfin, c'est sidérant. Il faut l'avoir regardé avec un œil un peu critique pour comprendre à quel point c'est quelque chose de crucial aujourd'hui. Cette demande devient de plus en plus intense au fur et à mesure qu'on approche de Paris. Elle a toujours existé, mais elle s'amplifie. Et on pourrait dire exactement la même chose autour de Lyon, de Marseille, de Bordeaux et ainsi de suite, de Toulouse et de bien d'autres villes. Et donc, cette question de l'interface est une question absolument essentielle. Absolument essentielle. Et il faut donc renforcer des lieux d'interface à la proximité des grandes villes. J'ai visité des parkings absolument merveilleux, j'en ai vu un splendide, je ne citerai pas dans l'est de la France, merveilleux, mais malheureusement, exactement, très très précisément au milieu de nulle part. Et donc, il était vide. Ah. Et je pense que, là encore, c'est un des vieux grands principes de l'hôtellerie que le monde du stationnement connaît bien. Il n'y a que trois données importantes dans la sélection de l'emplacement où on doit mettre un parking. C'est l'emplacement et l'emplacement. Mais est-ce qu'on peut imaginer, on l'a vu tout à l'heure avec Xavier Olin, c'est l'évolution du concept même du parking en centre-ville. Mais pour l'instant, c'est quoi le concept du parking pour poids lourds sur autoroute? C'est des places de parking. Le camion arrive et repart. Mais est-ce qu'on peut imaginer justement que le camion arrive sur une dernière aire de service avant Paris, fasse un déchargement, qui a un relais par la nationale qui est souvent à côté de l'autoroute? Enfin, je ne vais pas vous donner des idées non plus. On peut l'imaginer. Vous voyez ce que je veux dire? On peut l'imaginer, mais on peut aussi... Il n'y a pas eu d'évolution en fait depuis je ne pense pas que ça soit ça l'essentiel. Je crois que... on voit se développer d'immenses entrepôts de logistique. Mais on ne voit pas autour de ces sites de logistique qui sont aussi nombreux en périphérie des grandes villes, on ne voit pas une offre de stationnement qui soit adaptée. J'ai fait cela l'année dernière pour Amazon, pour ne pas les citer. Amazon avait à proximité de Paris un très grave problème pour trouver des lieux où accueillir toute une flotte importante de camions qui devaient être à proximité d'un de ces sites, d'un de ces fulfillment centers. Et ce flux de camions devait à la fois être à proximité du site, mais en même temps distinct du site. Et le service qui nous a été demandé, que nous avons rendu d'ailleurs, a été notamment de trouver cet emplacement, mais en plus d'en gérer les flux, ce qui représente une forme de service très importante dans la chaîne logistique. Et ça, c'est ce que les acteurs de la logistique peuvent nous demander et ce que nous avons vocation à multiplier, notamment à la périphérie des villes. Alors, David Orion, on parle de ces mondes différents, infrastructures, logistique. L'idée, c'est de mettre tout le monde autour d'une table aussi, tous les acteurs? Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est l'initiative de cette nouvelle branche au niveau de la Fédération française de carrosserie. C'est qu'avant, le métier du stationnement, c'était de garer des voitures. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Et en tout cas, les fédérations qui existent aujourd'hui se concentrent sur la voiture. Et nous, on est ouvert sur l'ensemble en fait, du nouvel écosystème du stationnement. C'est-à-dire les voitures, évidemment, on va encore garer des voitures dans les parkings, mais c'est aussi les services qui sont liés, par exemple, aux carrossiers, aux changeurs de pare-brise, aux laveurs de voitures, et c'est aussi aux acteurs de la logistique qui sont de plus en plus importants dans notre activité. Et aussi, évidemment, le parking poids lourd qui est absolument pas représenté en France aujourd'hui.
Voilà. Mais par exemple, sur les ZFE, est-ce que vous participez aux discussions tout ce qui est stationnement, tout ce qui est parking? Non, pas aujourd'hui, parce que la branche est nouvelle. Mais en tout cas, la Fédération française de carrosserie travaille sur ces sujets-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir aider au développement de parking en périphérie sur des friches qui sont disponibles et qui sont difficiles à développer, parce qu'il est difficile d'associer sexy avec parking poids lourd, même sur l'aspect écologique. Donc il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais c'est le but de la branche. Mais c'est le but de la branche, voilà, exactement. Avant un mot de la fin avec chacun de nos invités, est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Oui, alors on va vous passer le micro. C'est gentil, merci. Merci, bonjour. Si vous pouvez vous présenter et poser la question, merci. Céline Braconnier, Total Énergie. J'avais une petite question par rapport à la nécessité des parkings sécurisés. Est-ce que finalement les acteurs du transport et de la logistique sont prêts à intégrer ces nouveaux coûts? Oui. Alors, c'est une question très forte, effectivement, cette question de la transition énergétique et de tous les coûts qui vont y être liés. On est justement dans cette question d'une économie du service. Tout service a un coût. La chaîne est-elle prête à le prendre en charge? Je crois que à cette question, il n'y a pas une réponse simple. Il y aura une réponse qui devra rassembler des acteurs privés, les acteurs publics, les consommateurs, les offreurs de services, les consommateurs de ces services et la puissance publique. On comprend que aujourd'hui, globalement, c'est ce que je comprends maintenant, arrêtez-moi si j'ai mal compris, mais qu'aujourd'hui, la motorisation va tout de même vers l'électrique. Il y a encore quelques mois, je me posais beaucoup la question de savoir si on allait vers l'hydrogène ou l'électrique. Les deux. Vous parlez en termes de véhicules lourds? Oui. L'électrique pour l'instant, mais il y a des projets sur l'hydrogène, oui, pour les longues distances. Il y a des projets dans l'hydrogène. Il y a beaucoup de réflexions dans l'hydrogène. Il y a beaucoup d'argent mis dans l'hydrogène. Mon groupe met beaucoup d'argent dans l'hydrogène, à dire vrai. Mais pour quand? À court terme, il va y avoir cette question de l'électrique. Nous investissons dans l'électrique aujourd'hui et nous sommes prêts à investir. Et nous savons que nous serons soutenus, notamment par des financements européens très importants, pour équiper nos parkings sécurisés de bornes de recharge destinées à favoriser cette mutation. Combien de temps et jusqu'à quel niveau nous aidera-t-on? Ça, la question reste très ouverte. Mais à partir du moment où il y aura une demande, il y aura une offre. Voilà, je crois Xavier, que c'est le meilleur moyen de répondre. Compléter? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors. Oui, bonjour. Nadia Gorbatko pour Actu Environnement. Je me posais la question des emplacements. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que la loi ZAN ne risque pas de vous poser des problèmes? Et j'avais une autre question que j'ai oubliée. Voilà, c'était surtout sur l'emplacement. Y compris en centre-ville. Voilà, merci. Sur un emplacement en centre-ville, Xavier, je crois que c'est à toi de répondre. Je ne pense pas que la question était sur le centre-ville. C'était plutôt... la loi ZAN, nous, je pense qu'on ne parle pas de création de nouveaux parkings. On parle de réutiliser les parkings existants pour faire autre chose. Parce que je crois que les parkings en France, globalement, sont déjà construits et où il ne s'en construira très peu, ou peut-être pour des besoins spécifiques, comme des centres commerciaux, des hôpitaux, etc. Donc là, on parle de réhabilitation, donc je pense que ça va dans le sens de la non-artificialisation, si je l'ai bien dit, des sols. Donc voilà. Après, pour la construction d'ouvrages proprement dit neufs pour les besoins des poids lourds, mon cher François.
Écoutez, là-dessus, je crois qu'il y a en France quand même de très très vastes zones qui sont déjà artificialisées, et je pense qu'il faut utiliser au maximum ce qui existe et réhabiliter ce qui existe. Il y aura peut-être une compétition pour ça importante, mais quand je cherche du terrain, et du terrain déjà existant, j'en trouve. Donc je ne suis pas très paniqué, et en défenseur de la nature que je suis, je ne me vois pas allant artificialiser de la bonne terre agricole de Picardie pour fabriquer du stationnement pour poids lourds. Je me vois en revanche assez bien allant réutiliser au maximum des espaces qui sont aujourd'hui très mal utilisés. Je suis frappé, je profitais de mon déplacement à Lyon, j'habite en Pays Basque, et je suis souvent à Paris. Et là, en venant à Lyon, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un terrain dont on m'avait parlé, pas très loin d'ici, et qui est à vendre. Donc j'ai été le voir, il est parfait, il fera un parking poids lourd absolument idéal. Mais pour ça, j'ai regardé l'environnement, et j'ai vu juste à côté, il y avait un vaste terrain utilisé par une entreprise industrielle, de commerce et industrie. Et je voyais cet énorme terrain. Je me suis dit, mais c'est absurde. Il y avait visiblement au moins 30% de sa surface qui était complètement sous-utilisée. Je me suis dit, tiens, mon terrain, ce terrain que je me prête à acheter, il est pas mal, mais il n'est pas tout à fait assez grand. Je vais aller faire une proposition aux autres pour essayer de leur en racheter un bout. Parce que véritablement, quand on voyait la manière dont ils l'utilisaient, on pouvait rationaliser bien mieux. Il ne s'agit donc pas d'aller artificialiser du sol, mais de mieux utiliser des terrains déjà artificialisés. Voilà, voilà ma réponse à votre question. Je ne sais pas si c'était votre question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Il y avait une question, je crois. Madame, vous avez une question? Oui. Ah, vous avez la réponse, d'accord. Est-ce qu'il y a une toute dernière question, si on arrive à la fin de cette conférence? Ah, pardon, on ne voit pas avec la... Allez-y, allez-y. Je pense qu'on va vous entendre. Mais... Ah bah, merci. Merci. Lucas Isaac, du coup, je travaille chez Trusk, on est un acteur de la livraison d'un kilomètre sur du lourd et volumineux. Et alors, je ne suis pas arrivé exactement au début, du coup, peut-être que j'ai loupé l'information, mais effectivement, vous disiez que vous n'allez pas construire plus de parkings, mais c'était du coup de les utiliser de manière différente. Et là, du coup, je voudrais savoir si, en termes de proportion, sur un parking, combien de proportions vous mettrez du coup sur la partie stationnement, on va dire, transport individuel, et le transport ou le stationnement pro pour la logistique urbaine, du coup, est-ce qu'on est sur du 50-50 ou 80-20? Parce qu'effectivement, les problèmes, c'est quand il y a la concurrence entre les deux services. Et aussi, l'autre question, c'était un peu votre vision du coup sur la voiture personnelle électrique, parce que demain, s'il y a beaucoup moins de places de parking pour les personnes individuelles, c'est-à-dire potentiellement moins de voitures dans le centre-ville, et du coup, un peu en concurrence avec effectivement ce qui est poussé actuellement. Alors, je vais faire à rebours, parce que la stratégie qu'on développe sur la logistique, c'est aussi forte du constat qu'il y a moins de trafic automobile, que les villes sont plus contraintes, et que je prenais l'exemple de Paris. C'est pas... on l'associe souvent à la municipalité actuelle ou la précédente, encore une fois, sans porter jugement de valeur sur les politiques, mais non, c'est un mouvement qui vient de bien plus loin, même encore quand feu Jacques Chirac était maire de Paris avant 1995, le trafic était déjà en décroissance. Maintenant, ça s'est accéléré, il y a des proportions importantes. Donc, pour nous, et ça va avec votre première question, à partir du moment où on raisonne non pas comme un parking ou un car park ou je ne sais, mais comme un actif dans lequel on peut mettre ce qui doit accompagner la transformation de la ville, le curseur peut aller de 0 à 100. J'ai en tête un exemple à Paris, dans le cadre de projets immobiliers comme réinventer les champs après les Jeux Olympiques, réinventer l'avenue de la Grande Armée, il y a des parkings autour des Champs-Élysées qui pourraient être transformés complètement en espace logistique. Les flagships, les enseignes du luxe rêveraient d'avoir des parkings transformés en réserves déportées à proximité immédiate des Champs-Élysées. Donc le curseur peut aller jusqu'à la totalité.
Dans les projets et on ne s'interdit rien, dans les projets que nous développons là, alors le plus emblématique, c'est le parking Foch, c'est celui qu'on transforme finalement le plus. Il y a déjà d'autres activités à l'intérieur. Il y a une préfourrière, il y a un stand de tir. Pour ceux qui connaissent, il y a aussi, mais ce n'est pas dans la délégation de service public, il y a la boîte de nuit, le duplex, et puis il y a un bowling. On peut y faire beaucoup de choses finalement dans ce... Et là, on sera dans un ratio... on passera de 2800 places officiellement de stationnement à 1000. Donc on passe sous les 50%. Donc on ne s'interdit rien. En fait, vraiment notre position, c'est de se dire que faut-il mettre dans cet actif qui serve au mieux les intérêts de la collectivité. Et pour nous, c'est aussi une façon, parce qu'on n'est pas évidemment des philanthropes, on est un groupe avec une stratégie, un modèle économique. On cherche à retrouver, à remettre aussi de la difficulté dans nos actifs. Hier, on construisait des parkings à Paris et c'était une difficulté avec le métro, le RER, les réseaux, etc. C'était vraiment très compliqué. Il y avait vraiment une notion de risque qui justifiait une rentabilité et qui justifiait une durée de contrat. Aujourd'hui, la simple exploitation d'un parking a très faible valeur ajoutée. Donc, transformer aussi nos actifs, c'est une façon de remettre de la difficulté, remettre de la durée et de soutenir notre modèle économique qui est un modèle d'infrastructure avec de l'investissement long terme. Donc, en synthèse, on mettra et on transformera autant qu'il le faudra pour accompagner tous les services autour de son emplacement. Le temps passe malheureusement. Merci en tout cas, messieurs, de ces échanges très riches en tout cas. On aura, je pense, l'occasion, on organisera ça avec David, pour la prochaine édition, de revenir sur ce thème. Merci à vous tous en tout cas. Et dans un instant, nouvelle conférence cet après-midi sur le financement des véhicules zéro émission. Merci messieurs. Merci pour votre accueil.